Notre second invité, Peter Starkel, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Vous êtes professeur et chef de clinique à l'UC Louvain Saint-Luc et vous venez d'avoir un des prix quinquennaux du FNRS 2025 en sciences biomédicales cliniques. Et on peut lire que vous êtes un clinicien scientifique exemplaire, je cite, et que votre recherche entre alcool et foie, c'est une recherche d'importance mondiale. Vous êtes un futur Nobel, d'après ce que je vois, moi. Je pense qu'il ne faut pas trop exagérer quand même. Enfin, quand même, c'est un prix, prestigieux qui récompense et... votre reconnaissance internationale. Alors, un petit mot d'abord. On sent, vous avez un tout petit accent allemand. Pourquoi ? Parce que, jeune Allemand, vous avez à un moment donné décidé de quitter l'Allemagne pour aller voir ce qui se passait ailleurs. Et vous êtes ici. Tout à fait. Donc, je voulais faire la médecine. Donc, la médecine ouvre des portes pour la recherche. Donc, et que c'était à l'époque un peu difficile d'entrer directement en médecine en Allemagne. Et donc, je me suis dit, pourquoi aller voir ailleurs ce qui se fait ailleurs, y compris en médecine. Donc, donc j'ai atterri en Belgique. Et vous y êtes resté. Et je suis resté. Alors, qu'est-ce qui vous a quand même poussé à consacrer votre carrière aux maladies hépatiques liées à l'alcool et qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, est l'urgence de votre recherche ? En fait, j'ai un tout petit peu atterri dans l'alcool par hasard. Donc, je voulais toujours, pendant mes études, j'ai découvert le foie, j'ai commencé à aimer le foie, sa capacité à régénérer, et donc je voulais comprendre un tout petit peu les mécanismes de cette régénération. Donc, j'ai d'ailleurs fait ma thèse dans ce contexte-là. Donc, fasciné, au départ, vous êtes fasciné par cet organe ? Par cet organe qu'on peut malmener, mais qui se régénère. Alors, j'ai l'impression que l'ADN aujourd'hui de votre recherche, c'est un peu du lit au laboratoire, puisque vous êtes médecin, vous êtes dans la pratique et vous faites du fondamental. En fait, c'est toujours été l'idée de notre recherche et aussi l'orientation un peu du laboratoire de recherche même. Pas partir du fondamental, mais partir d'un problème clinique, d'une observation clinique, quelque chose qui touche le patient. Et d'essayer de comprendre pourquoi il a développé ce type de maladie et, à un moment donné, de retourner d'une observation clinique vers le bench, vers le laboratoire pour comprendre ce qui se passe. Alors bon, en général, les gens qui boivent, ils ont une cirrhose du foie. C'est pas tout à fait vrai. Et vous avez aussi découvert autre chose, c'est-à-dire le rapport entre l'alcool et l'intestin. Oui, en fait, l'idée, c'est évidemment d'éviter que les gens arrivent au stade de cirrhose, qu'on peut les arrêter avant, qu'on trouve quelque chose qui empêche ce développement de la maladie. Et donc, on a découvert qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des intestins, induit probablement par l'alcool. Que l'alcool change l'intestin, cet intestin devient poreux, et puis laisse passer des mauvaises substances qui arrivent au foie et qui causent des dégâts potentiels au niveau du foie. Et donc, vous tentez de comprendre le mécanisme, si je comprends bien, qui rend l'intestin poreux. Exactement. C'est ça ce qu'on est en train de faire, d'essayer de comprendre pourquoi cette barrière intestinale, qui est une bonne barrière, qui normalement laisse passer des bonnes substances, parce qu'on se nourrit, donc il y a quelque chose qui doit passer, donc devient à un moment donné poreux, on laisse un peu passer n'importe quoi finalement. Et ça, c'est systématique. Donc, quelqu'un qui boit 2 bouteilles de vin par jour, puisque vous n'étudiez que les grosses consommations, il a pas mal de malchance que l'intestin devienne poreux, ou bien... Peut-être pas. Comme je dis toujours aussi à mes doctorants, on n'est pas égal devant l'alcool. Il y en a certains qui développent ces anomalies au niveau du tube digestif et surtout de l'intestin grêle, et d'autres pas, malgré une quantité assez importante d'alcool qui est consommée. Donc, et il semble quand même bien que ces modifications au niveau de l'intestin sont étroitement liées à ce qui se passe à distance, au niveau du foie, même au niveau du cerveau, peut-être. Alors justement, on parle beaucoup aujourd'hui, enfin, moi c'est ce que je lis, le lien entre cerveau et intestin. Vous aussi, vous êtes dans cette espèce de triangle ? Oui, tout à fait. Donc moi, je me concentre sur le lien vers le foie, mais on travaille en équipe. Je travaille avec des psychologues, des psychiatres, des doctorants aussi dans les laboratoires de neurosciences. Et là aussi, on s'intéresse entre ce lien
entre la porosité de l'intestin et l'impact que ça a sur le cerveau. Oui, alors, question un peu plate. Le jour où vous aurez vraiment découvert les mécanismes, est-ce qu'il y aura un médoc, un médicament pour ça, ou bien tout simplement, vous direz à votre patient, au lieu de boire une bouteille, buvez un verre tous les 2 jours? C'est évidemment la solution la plus facile, Oui. donc, et la plus intuitive. Oui. Mais le problème, à un moment donné, quand on est dans ce cercle vicieux, il est un peu plus compliqué que ça. Oui. Donc, le but, c'est effectivement de trouver un moyen d'intervenir, de prévenir ces modifications au niveau de l'intestin. Et de telle manière à ce que ce soit peut-être par des médicaments, peut-être aussi par des interventions sur le plan Chirurgical. Nutritionnel, nutritionnel. Par exemple, donc, qu'on peut imaginer aussi. Alors bon, c'est vrai que dans notre société, l'alcoolique, l'ivrogne, comme on disait, il est quand même pointé du doigt, alors que c'est une maladie chronique. Oui, donc nous, on a complètement changé de concept. Donc maintenant, on parle vraiment d'une maladie chronique liée à un abus de l'alcool. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du corps et beaucoup de choses qui sont changées par l'alcool au niveau du corps. Et ce n'est pas toujours réversible ou pas complètement réversible. Et donc, ces patients ont vraiment des changements chroniques et donc on a développé ou on a étendu le concept de maladie chronique aussi à l'alcool. Alors, on le sait, l'alcoolisme est un problème de société, on parle beaucoup de prévention, etc. Alors, ma question, votre recherche, elle est très, très aidée par l'État et par les industries ou pas? La recherche en alcoolologie reste l'enfant pauvre. Oui. Donc, les industries n'aiment pas. Les industries n'aiment pas. Donc, on garde toujours encore un tout petit peu cette connotation négative, un peu cette stigmatisation. On ne veut pas s'associer à cette image de l'alcool qui est, comme vous avez déjà dit, un peu associée à l'ivrogne dans la rue, le clochard dans la rue, c'est ça l'alcool. Mais non. Il y a des fonctionnaires du côté de la Commission européenne, il y a des CEO qui ont un problème de l'alcool. Il y a l'alcoolisme et ça touche tout le monde. Oui, tout à fait. Oui. Ça peut toucher tout le monde. Et donc les industries qui s'occupent, qui fabriquent de l'alcool, ça ne les intéresse pas non plus, évidemment. Non, ça ne les intéresse pas non plus parce qu'ils ont l'impression ou peut-être la peur que ce soit associé à cette image négative à ce moment-là. Même si on leur propose de dire, mais on veut en faire quelque chose d'utile et de positif avec nos recherches. On a du mal à les convaincre. Alors, moi j'ai lu qu'il y avait une maladie, pas pour les gens qui boivent, mais où le corps fabrique son propre alcool par des bactéries. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont atteints de ça, parce que ça, c'est horrible. Ils ne boivent pas, mais ils sont ivres-morts. En fait, il faut être prudent. Donc, avec ça, évidemment, oui, effectivement, il y a des bactéries au niveau de l'intestin qui ont la capacité de produire de l'alcool. De produire l'autofermentation à partir des sucres, par exemple, qu'on consomme. Et on peut effectivement trouver des concentrations dans le sang qui peuvent atteindre 0,3, 0,4, dans l'extrême 0,5 degrés. Mais avec 0,5, et si un contrôle de conduire. Un contrôle de la police, c'est dire, écoutez, je fais ma fabrique d'alcool, ça ne passera pas. Ça passera rarement. Alors, il y a certains médicaments aussi qui empêchent malgré tout de boire. C'est une trouvaille aussi que vous avez constatée? En fait, ce n'est pas vraiment d'empêcher de boire. Il module un tout petit peu le comportement de l'être humain. Donc, cet attrait vers l'alcool est diminué parce que ce qu'on appelle souvent en alcoolologie le craving. Donc, cette envie irrésistible de consommer de l'alcool quand on est dans la dépendance. Et l'Ozempic semble diminuer cette pression-là, donc les gens consomment moins ou sont moins enclins à rechuter. Ça se sait peu, ça, non? Depuis peu qu'on a découvert ou associé cet effet-là à l'Ozempic. Oui. Donc ça peut être une aide. Donc finalement, dans votre recherche, elle est à la fois précise et en même temps, elle s'ouvre à des tas de choses. Oui, donc c'est la beauté, évidemment, de la recherche en alcoolologie. Il n'y a pas que le foie. Il y a les intestins, quand on vient de parler. Il y a le cerveau, mais il y a d'autres organes qui souffrent aussi. Oui. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que vos trouvailles, elles sont directement applicables pour les patients. Ça, c'est quand même extraordinaire pour un chercheur fondamental.
Je suis prudent de ce côté-là parce Oui. qu'on est encore dans les compréhensions des mécanismes. Oui. On a essayé certaines approches avec les premiers résultats qui n'étaient pas très encourageants parce que ça a peu marché, mais on continue à évoluer. On continue à évoluer dans nos connaissances et on continue à de mieux en mieux comprendre les mécanismes. Et quand on dit compréhension, on dit cible thérapeutique potentielle à un moment donné aussi. Alors, je l'ai dit, vous avez eu le prix quinquennal du FNRS 2025. Ce prix, ça va changer quoi pour vous, dans votre recherche? Ben, pour moi, à titre personnel, c'est évidemment une formidable reconnaissance de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Maintenant, j'espère quand même, et je pense que des émissions comme ça, c'est important aussi, qu'on va pouvoir ouvrir la question au grand public. Donc, au grand public qui va aussi, à un moment donné, mieux comprendre, diminuer la stigmatisation dans la population, l'acceptance dans la population, et peut-être par ça, attirer un tout petit peu des fonds de recherche à ce moment-là. Votre espoir le plus fou, votre utopie? Mon utopie, c'est qu'on peut arrêter à un moment donné la maladie alcoolique du foie par une intervention ciblée. Donc, le but, comme on a dit, de trouver le médicament, il ne va peut-être pas exister le médicament, mais une combinaison d'approches qui vont permettre à éviter que les gens développent des atteintes organiques liées à cette consommation. Merci à vous d'avoir été mon invité. Vous pourrez voir, bien entendu, sur LN24 cette interview, mais aussi sur les sites de la Libre, de Vers l'avenir et de la DH. À mercredi prochain.